Un homme de 19 ans est désormais inculpé de meurtre après que les autorités ont affirmé qu'il a intentionnellement dépassé les 110 km à l'heure, provoquant un carambolage impliquant 12 voitures qui a coûté la vie à 2 personnes à Las Vegas. Ce ne sont pas seulement les preuves qui pourraient vous surprendre, mais aussi la défense possible et le passé criminel présumé. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Ce n'est déjà pas assez choquant qu'un homme de 19 ans ait été inculpé pénalement en lien avec un carambolage impliquant 12 voitures à Las Vegas. Mais c'est aussi son passé apparent qui suscite maintenant beaucoup d'inquiétudes, ainsi qu'une éventuelle défense qu'il pourrait avancer. Nous parlons de José Gutiérrez. Il est accusé d'avoir roulé jusqu'à 71 miles à l'heure en ligne presque droite, selon les autorités, dans une zone limitée à 45 miles à l'heure et d'avoir percuté des voitures à un feu rouge, le 18 novembre à 15h29 en pleine journée. Sa petite amie enceinte, Adeline Duran-Rincon, âgée de 20 ans, et un autre conducteur, Édouard Garcia, âgé de 38 ans, ont été tués. Ils sont morts sur place. Une autre victime, grièvement blessée, a été hospitalisée en urgence. D'ailleurs, apparemment, le procureur local indique qu'il n'y a aucune preuve que Gutiérrez ait essayé de s'arrêter. Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a affirmé « Sur la base de toutes les preuves, dont une vidéo explicite, nous pensons que ces actes étaient intentionnels. » Et il a également indiqué que Gutiérrez n'était pas sous l'influence de drogue ou d'alcool. 8 News Now Las Vegas indique qu'il ne présentait que des traces de marijuana. Et d'ailleurs, cela malgré le fait que les forces de l'ordre auraient apparemment trouvé une cigarette électronique de marijuana sur lui, et ils ont noté qu'il avait les yeux visiblement injectés de sang. Nous allons en parler. Mais les autorités indiquent également que les données de l'Infiniti G37 qu'il aurait prétendument conduite sur West Cheyenne Avenue montrent apparemment qu'elle a accéléré rapidement, passant de 9 miles à l'heure en 5 secondes. Ah, et je n'ai même pas évoqué ce qu'il aurait dit à l'hôpital aux forces de l'ordre. Je veux discuter de ses chefs d'accusation, sa défense potentielle, son histoire présumée, etc. Parlons-en. D'accord. Alors permettez-moi d'inviter Adrien Lobo, un avocat de la défense pénale du Nevada, pour en parler davantage. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je veux commencer par les chefs d'accusation ici. Donc vous avez cet homme, José Gutiérrez, qui faisait initialement face à 4 chefs d'accusation de conduite imprudente ayant entraîné la mort ou des blessures corporelles graves. C'est selon les dossiers. Jeudi, les procureurs ont aggravé ces chefs d'accusation. Selon la police métropolitaine de Las Vegas, il a de nouveau été inculpé le 20 novembre des chefs d'accusation suivants. Meurtre avec préméditation, donc 2 chefs de meurtre avec préméditation, tentative de meurtre et coups et blessures avec usage d'une arme mortelle. Mais en consultant les dossiers du tribunal, on voit aussi qu'il fait face à 4 chefs de conduite dangereuse, un de tentative de meurtre et un de coups et blessures. Et la requalification, j'imagine, Adrien, c'est parce qu'ils ont reçu les résultats de l'analyse sanguine. Il ne semble pas qu'il soit sous l'influence. Donc, ils avancent l'argument que c'était un meurtre intentionnel. Oui, ça en a tout l'air, vu la façon dont les charges ont été retenues. Clairement, j'ai l'impression que j'ai été surprise que ce soit considéré comme un meurtre prémédité. Je pensais qu'il retiendrait peut-être l'homicide involontaire avec un véhicule. Mais il semble qu'ils vont dire que c'était un acte intentionnel et volontaire. On peut préméditer en seconde et être condamné gratuitement pour meurtre au premier degré. On peut aussi obtenir une condamnation pour meurtre au premier degré par le biais d'un meurtre criminel, c'est-à-dire par exemple un crime violent. La conduite dangereuse et la tentative de meurtre peuvent être retenues ainsi. Que signifie exactement le terme meurtre ouvert? J'ai consulté le site du gouvernement du comté de Clark qui indique que le meurtre est défini par les statuts révisés du Nevada et cite un article de loi. Une information ou une mise en accusation pour meurtre ouvert accuse de meurtre au premier degré et de toutes les infractions nécessairement incluses. Cela inclurait le meurtre au deuxième degré, voire l'homicide volontaire ou involontaire selon les faits de l'affaire. Alors qu'est-ce que le meurtre ouvert? Le meurtre ouvert est une notion que nous utilisons dans le Nevada, ce qui signifie qu'il porte une accusation d'homicide ouverte et que le jury pourrait choisir en essence si cela devait aller en procès entre un meurtre au premier degré, un meurtre au deuxième degré, un homicide volontaire et un homicide involontaire. Donc, cela signifie je suppose qu'ils vont soutenir que c'est, vous savez, un acte volontaire et intentionnel qu'il a commis.
Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je crois qu'ils vont peut-être simplement laisser le jury en décider. Et le jury peut choisir parmi ces 4 options. Eh bien, je vais parler de sa défense spécifique ou de sa défense potentielle dans une minute. Penses-tu qu'il sera difficile de prouver que c'était un acte intentionnel et volontaire? Si tu observes la voiture accélérer et qu'ils ont les données montrant cette accélération, s'il n'y a pas d'indication freine. J'entends ce que tu dis. Je pense que traditionnellement, c'est assez inhabituel d'inculper quelqu'un pour meurtre intentionnel dans ce genre d'accident de voiture. Mais tu ne penses pas que ces éléments seraient insuffisants pour dire que c'était un acte intentionnel? Ou du moins, tu peux comprendre, on dirait pourquoi le procureur pourrait aller de l'avant avec ça. N'est-ce pas? Je pense aussi que la préméditation peut survenir en quelques minutes. C'est ce qu'on entend toujours dans chaque type de poursuite pour homicide. Cette intention nécessaire peut se former en quelques secondes. Un plan élaboré n'est pas nécessaire. Mais il semble quand même que, vous savez, était son intention de commettre un homicide-suicide? Vous savez, parce que je ne sais pas. Je veux dire, il va aussi s'exposer lui-même à ce même danger. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a aucun ralentissement et je ne sais pas. Et là, est curieux de voir sa défense. Justement, c'est de cela que je veux parler. Ce n'est pas une défaillance des freins. Il n'y a pas de problème avec la voiture, du moins pour l'instant, ce dont nous allons parler. Mais laissez-moi d'abord vous interroger sur ces déclarations présumées. Selon KTNV Channel 13, la police se rend à l'hôpital après l'accident où Gutiérrez reçoit des soins. Il lui demande: Vous conduisiez? Il répond d'abord oui et confirme qu'il était le conducteur. Ensuite, il nie et semble changer sa version. On lui demande alors s'il avait bu avant de conduire. Il aurait affirmé que son dernier verre datait de la semaine avant l'accident. Il demande: Et la marijuana? Il dit qu'il n'a consommé aucune drogue la semaine précédente. Mais comme je l'ai mentionné, les forces de l'ordre regardent ses yeux. Il dit avoir reçu des injections de sang et a été larmoyant. Donc, il semble soupçonner qu'il ne dit peut-être pas la vérité, surtout lorsqu'il récupère les vêtements qu'il portait. Il découvre un stylo à vape de marijuana dans une poche et prélève son sang pour analyse. Et, selon News 3 Las Vegas, il rapporte qu'il trouve une trace de cannabis. En gros. Donc, cela devient une question de savoir si Adrian, vous savez, était-il sous l'influence d'une manière ou d'une autre, ou n'est-il pas honnête? Et je me demande si ce n'est pas ça le vrai problème. Est-ce qu'il n'est soi-disant pas honnête sur l'état dans lequel il se trouvait, dans les informations qu'il a fournies aux forces de l'ordre? Et est-ce que cela peut vraiment être utilisé contre lui dans une éventuelle affaire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des inquiétudes à son sujet, vous savez, parce qu'il a changé sa version des faits plusieurs fois. Et puis, mais je pense qu'une chose qui, je suppose, ça va être clarifiée, c'est que je ne connais pas la période entre ces deux déclarations. Je sais qu'il a été soigné pour ses blessures et le rapport mentionnait des traces de fentanyl. Mais probablement à l'hôpital, ils lui ont administré certains médicaments pour, vous savez, le soigner et le remettre sur pied. Si cette déclaration était publiée, certains éléments pourraient être écartés car il n'était pas dans son état normal où il pourrait s'expliquer. Cela dépend d'abord de la raison de son traitement et des médicaments administrés. Et était-il même sain d'esprit pour être cohérent au point que la police devrait lui poser des questions s'il est complètement à l'ouest et confus et s'il avait du fentanyl dans son organisme? Je vous le dis, il avait aussi d'autres mauvaises nouvelles. Et écoutez, vous soulevez un bon point concernant la légitimité de ses déclarations et la façon dont il a été interrogé. Mais une autre mauvaise nouvelle pour lui, en plus des accusations auxquelles il fait face, c'est que lorsqu'il est entré dans la salle d'audience avec un plâtre, d'ailleurs, le juge du tribunal de justice de Las Vegas, Joe Bonaventure, lui a refusé la liberté sous caution. Maintenant, est-ce que cela vous a surpris? Au vu de cette affaire, pourquoi lui refuser la liberté sous caution? Eh bien, au Nevada, nous avons ce qu'on appelle vous pouvez être libéré sous caution. Pour toute accusation de meurtre au premier degré, les tribunaux peuvent refuser la liberté sous caution dans les affaires passibles de la peine capitale. Et je ne suis pas surprise qu'il l'ait fait, étant donné que 2 personnes ont été tuées et que 2 autres ont été grièvement blessées. Et il semble qu'à ce stade, s'il n'était pas sous l'emprise de quelque chose, il s'agit d'un acte volontaire. Et vous savez, la principale préoccupation du juge Bonaventure, bien sûr, sera de protéger la communauté et de s'assurer qu'il se présente. Et clairement, s'il fait cela alors qu'il est sobre, c'est encore plus inquiétant.
Et nous avons effectivement une loi, ce qui signifie que si la preuve, ce que nous appelons une preuve évidente, une forte présomption, c'est-à-dire que si la preuve est évidente, que c'était accablant et que la présomption est forte, qu'il sera condamné dans une affaire d'homicide au premier degré, ils peuvent refuser la libération sous caution. Je dois vous questionner sur cette défense. Donc Gutiérrez a apparemment dit à la police qu'il souffre de crises d'épilepsie non traitées. Maintenant, le problème avec cela, selon les autorités, comme cela est indiqué dans les documents du tribunal, c'est qu'ils soutiennent que, si c'était le cas, la voiture aurait ralenti, elle aurait diminué de vitesse, elle serait sortie de la route. Nous avons d'ailleurs une déclaration de l'avocat de Gutiérrez, Thomas Moscou. José Gutiérrez a des antécédents documentés de crise d'épilepsie que le bureau du procureur doit examiner et prendre en compte avant de poursuivre sur la théorie selon laquelle cet accident de voiture serait un meurtre froid, calculé et prémédité de sa fiancée qui porte son enfant à naître. Mon bureau rassemble les dossiers médicaux. Adrien, qu'en penses-tu? Comment pourrait-il le prouver? Eh bien, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que s'il y avait des dossiers médicaux, et je connais Thomas Muscal, et je suis sûre qu'il va les rassembler. Donc, tout type d'épisodes médicaux qui ont été, tu sais, documentés vont être très utiles dans cette affaire. Et évidemment, si c'était un acte involontaire et qui faisait une crise, je pense que les forces de l'ordre disent que la voiture aurait ralenti ou que son pied se serait retiré. Ils ne savent tout simplement pas, je veux dire, lors d'une crise, comment ton corps réagit. Et s'il est coincé là, alors c'est comme ça. J'espère qu'ils ont une sorte de documentation solide parce qu'on dirait qu'il n'a jamais été officiellement diagnostiqué. Donc, ça va être crucial. Je me demande d'où vient cette documentation. Parce que si tu vas à l'hôpital ou si tu es à l'école et que tu as ce genre d'épisode médical, évidemment, l'ambulance va être appelée et quelqu'un va t'emmener en urgence à l'hôpital et te donner, tu sais, un traitement contre les crises. Mais la question est, cela pourrait-il se retourner contre lui? S'il était au courant, pourquoi n'a-t-il pas reçu le traitement adéquat ni été empêché de conduire? Cela ne pourrait-il pas être utilisé contre lui si la défense choisit cette option? Je veux dire, il pourrait. Pourquoi n'a-t-il pas été soigné? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, je ne connais pas les antécédents de M. Guter. Et s'il s'agit de quelqu'un qui avait accès à de bons soins médicaux, s'il avait une assurance, s'il savait même ce que c'était, je ne connais pas son niveau d'éducation ni son niveau de sophistication. Et si quelque chose n'est pas diagnostiqué ni traité traditionnellement, aussi, vous savez, dans les communautés de couleur, on n'a pas tendance à aller chez le médecin très rapidement, ni même à savoir forcément de quoi il s'agit. Donc, je pense que cela doit aussi être exploré et approfondi. Je ne dis pas que c'est de l'ignorance, mais si on ne sait pas comment être responsable, pourtant, il savait qu'il y avait un problème avec ces épisodes. Donc, je comprends ce que tu dis. Ouais. Et tu sais, c'est une défense intéressante, je suppose. La question devient, est-ce que ça réduirait la qualification de meurtre? Dirait-on, c'est un accident, pas un meurtre, ni une tentative ou une conduite dangereuse? Est-ce que le but, c'est que, tu sais, ce soit presque comme une défense affirmative, qu'il ne puisse être accusé de rien? Ou est-ce que c'est pour réduire la gravité de l'accusation? Je pense que c'est pour réduire la gravité de l'accusation. Et par exemple, si cette documentation est solide et que M. Moscou peut la présenter au bureau du procureur, il y aura peut-être une sorte de négociation à laquelle je m'attendrai pour un homicide involontaire, si c'est possible. Cela signifie donc que c'était un acte hors de son contrôle. Peut-être que c'est volontaire, peut-être que c'est utilisé pour négocier afin de réduire les charges pour qu'il n'ait pas à aller en procès. Mais je pense que c'est exagéré, tout comme l'a dit M. Moscou, de dire qu'il avait un plan pour traverser une intersection avec sa petite amie qui est enceinte, alors qu'il n'y avait aucun signe qu'il voulait se débarrasser d'elle et de l'enfant. Il semble que ce soit vraiment exagéré de penser qu'il serait prêt à faire cela sans aucune sorte de motif. Je voudrais poser une question sur son passé et sur la façon dont cela pourrait jouer un rôle dans cette affaire. Tout d'abord, les autorités disent que les dossiers du département des véhicules à moteur montrent qu'il ne conduisait pas une voiture qui était enregistrée à son nom lors de l'accident. En fait, la voiture était au nom de la mère de sa petite amie. Ah, encore une fois, c'est la petite amie tuée dans la collision. Certains pourraient trouver étrange qu'il conduise cette voiture. Eh bien, explorons un peu cela, car nous ne connaissons peut-être pas les circonstances exactes qui expliquent pourquoi il conduisait apparemment cette voiture. Mais voici ce que nous savons. Selon KTNV Channel 13,
Il a reçu une contravention le mois dernier pour avoir roulé à 52 au lieu de 35 mph. D'après 8 News Now, il a déclaré à l'agent: c'est la voiture de ma petite amie. L'agent lui a infligé une amende de 150 $ à payer devant le tribunal en janvier. En septembre dernier, il est accusé d'avoir percuté une femme âgée. Maintenant, le fils de la femme, non identifié, a déclaré à KTNV que Gutiérrez s'est caché dans la voiture de sa mère après avoir prétendument brûlé un stop et que la voiture de sa mère a été détruite. Selon son fils, elle doit faire de la rééducation physique. Il affirme: elle n'a jamais eu de contravention ni d'accident. Elle fait sa thérapie physique, elle se promène dans le parc, mais ce n'est pas pareil. Je lui ai dit que j'avais déjà vécu ce genre de situation. Des accrochages, ça arrive. S'il te plaît, prends ton temps et conduis prudemment à partir de maintenant parce que la prochaine fois, ça pourrait vraiment toucher quelqu'un. Et après ce nouvel accident mortel, ce fils a appelé les législateurs du Nevada à mettre en place des politiques plus strictes pour les récidivistes au volant. En avril, Gutiérrez aurait été arrêté pour avoir intimidé un agent public intervenant après la plainte d'une femme agressée par un homme. Et Gutiérrez aurait déclaré à cet agent: je vais te tirer dessus et je vais te tuer. IT News précise qu'il existe une vidéo montrant Gutiérrez courant vers l'agent et criant: qu'est-ce qu'il y a, imbécile? Puis, je vais te tirer dessus. Des membres de sa famille étaient présents. Les agents l'ont plaqué, menotté et arrêté. C'est alors que Gutiérrez aurait affirmé que sa petite amie voyait un autre homme, allant jusqu'à lancer une insulte raciale. Il était accusé d'intimidation criminelle, mais durant l'été, il aurait accepté un accord de plaidoyer et plaidé sans contestation pour une accusation mineure de résistance à un agent public. Il a été condamné à suivre 8 heures de conseil pour le contrôle des impulsions. Il a terminé ses séances en septembre. Donc, Adrien, 2 questions. Aurait-il seulement dû être sur la route? Y avait-il un mécanisme légal qui aurait dû l'empêcher d'être sur la route au volant? Deuxièmement, cela a-t-il un impact sur l'affaire en cours, car c'est que l'une de ses preuves potentielles, ou l'un de ses témoins, témoigne lors de ce procès. Oui, je pense que c'est possible et cela influencera sûrement les négociations dans cette affaire. S'il y a une offre qui est faite, je peux dire que c'est préoccupant. Et il n'y avait rien de légalement en place parce qu'il pouvait encore conduire la voiture et il n'avait pas eu son permis retiré. Au Nevada, il faut avoir 2 antécédents pour que cela arrive, mieux pour que le permis soit retiré. D'après ce que vous avez dit, il n'en avait qu'un seul. Et je peux vous dire que c'est certain, cela va poser problème dans ce cas. Si l'État veut admettre ses actes répréhensibles antérieurs, il va devoir démontrer que cela fait partie d'un schéma, d'un plan ou d'un motif commun, ou que cela fait partie de son intention et que d'une certaine manière, c'est pertinent pour prouver les accusations dans cette affaire. À mon avis, et je suis presque certaine que les forces de l'ordre l'ont déjà fait, c'est extraire les données du téléphone pour savoir s'il y avait une quelconque hostilité entre lui et sa petite amie, pour savoir si c'était prémédité, s'il y avait des problèmes dans leur couple. Et ensuite, vous pourrez y arriver. Moi, je pense que ça va être un peu difficile d'utiliser ces actions. Ça va vraiment dépendre du juge. L'utilisation d'infractions antérieures où une personne a été frappée entre alors en jeu. Ou clairement, s'il a un problème particulier de rage au volant et que c'est la théorie de l'État, alors il est possible qu'il puisse l'inclure ici. Mais ils vont devoir être capables de démontrer qu'il y a eu au moins quelque chose qui l'a poussé à accélérer et qu'il n'a pas pu contrôler l'impulsion de conduire de manière imprudente. C'est ça. C'est ça. Au fait, il y a eu quelques informations contradictoires à ce sujet. Je sais que tu as consulté le dossier du tribunal, tu as peut-être une réponse? Donc, il est rapporté qu'il doit revenir au tribunal en janvier pour sa mise en accusation. Mais ensuite, j'ai vu qu'il pourrait y avoir, même si tu regardes le dossier du tribunal, il est indiqué qu'une cause probable a été retenue. Mais j'ai vu que le juge avait peut-être fixé une audience préliminaire pour le 9 décembre. Au Nevada, tu peux présenter une affaire à un grand jury pour déterminer s'il y a une cause probable, d'après ce que je comprends. Tu n'es pas toujours obligé d'aller à une audience préliminaire. Je ne sais pas si tu as un peu de clarté sur l'audience à laquelle on peut s'attendre ensuite et pourquoi. Si c'est vrai, pourquoi voudrait-il opter pour une audience préliminaire plutôt que pour un grand jury? Je pense qu'ils choisiront une mise en accusation par un grand jury. Tu as raison. Oui, il existe 2 moyens d'inculper, par acte d'accusation ou par plainte. La plainte mènerait à une audience préliminaire. Je pense que l'acte d'accusation du grand jury est probablement ce à quoi je m'attendais.
Donc, il n'y a pas d'audience préliminaire prévue pour le moment, je dirais, ou si elle est repoussée très loin dans le temps, ça me donne un signe qu'ils vont plutôt passer par le grand jury. L'une de ces deux choses va arriver, donc vous pouvez les avoir simultanément. Donc, c'est-à-dire que s'ils sont déjà devant le grand jury et qu'ils vont présenter des preuves, ils maintiendront la date de l'audience préliminaire. C'est déjà en place. Une fois l'acte d'accusation rendu, ils classeront l'autre affaire pour des raisons de procédure. Donc, je m'attendrai avec 2 personnes et 2 personnes gravement blessées et il faudrait les amener au tribunal si elles sont capables de parler, de s'exprimer et tout ça, en plus de tous les soins médicaux qu'elles reçoivent pour leurs blessures. Ça fait beaucoup. Donc, je pense qu'ils veulent mettre les victimes à l'aise et le grand jury peut leur offrir plus de flexibilité. Et elles ne sont pas non plus contre-interrogées par l'avocat de la défense. En laissant de côté les aspects juridiques, revenons à l'humain de cette histoire. Adeline était enceinte de 11 semaines au moment de l'accident. Je vais vous lire un extrait d'une page GoFundMe créée pour financer ses funérailles. Il est écrit: Nous aimerions demander de l'aide pour réunir de l'argent qui servira à couvrir les frais funéraires. C'est le cœur lourd que nous vous demandons de bien vouloir aider la famille d'Adeline Durand. Elle a été impliquée dans un terrible accident de voiture qui a eu lieu le 18 novembre 2025. Et malheureusement, elle a perdu la vie de façon tragique. Elle était enceinte. Priez pour qu'elle repose en paix. Sa famille est dévastée et toute aide est bienvenue. Si vous pouvez faire un don, cela aidera grandement la famille en ces temps difficiles. Voici ce qu'a déclaré José Hernandez, chef adjoint de la police. C'est un autre rappel de la façon dont 10 familles verront leur vie changer à jamais, dont 2 qui n'auront pas leurs proches pendant les fêtes. Vraiment triste. Adrien Lobo, merci d'avoir pris le temps, j'apprécie. Merci pour l'invitation, j'apprécie. C'est tout pour Sidebar pour l'instant. Merci à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où que vous écoutiez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.